Bonjour à tous. Je remercie bien sûr le comité d'organisation de m'avoir invité. Alors, j'arrive un peu en fin de journée, après des cardiologues, des réanimateurs, des ORL. Bon, le petit mot de la pédopsychiatre, je sais, ça arrive un peu différemment, mais bon, on va voir. Donc, j'étais un mauvais élève. Chaque jour de mon enfance, je rentrais à la maison, poursuivi par l'école. Mes carnets disaient la réprobation de mes maîtres. Quand je n'étais pas le dernier de ma classe, c'est que j'en étais l'avant-dernier, champagne. Fermé à l'arithmétique d'abord, aux mathématiques ensuite, profondément dysorthographique, rétif à la mémorisation des dates et à la localisation des lieux géographiques, inapte à l'apprentissage des langues étrangères, réputé paresseux, leçons non apprises, travail non fait, je rapportais à la maison des résultats pitoyables que ne rachetait ni la musique, ni le sport, ni d'ailleurs aucune activité parascolaire. Tu comprends ? Est-ce que seulement tu comprends ce que je t'explique ? Je ne comprenais pas. Cette inaptitude à comprendre remontait si loin dans mon enfance que la famille avait imaginé une légende pour en dater les origines. Mon apprentissage de l'alphabet, j'ai toujours entendu dire qu'il m'avait fallu une année entière pour retenir la lettre A. La lettre A en un an. Le désert de mon ignorance commençait au-delà de l'infranchissable B. Alors voici le carnet de scolaire de cet écrivain. Dessine partout sauf la classe, bavardages incessants, beaucoup trop d'absence. En français, élève gai, mais triste élève. En histoire géo, peut encore mieux faire. En maths, manque de base. Eh bien, cet auteur, c'est Daniel Pénac, qui, dans Chagrin d'école, raconte un petit peu donc, son enfance de troubles déficit de l'attention associés avec un trouble des apprentissages. Et on sait que la comorbidité est fréquente chez ces enfants, avec notamment la dyslexie, dysorthographie. Le trouble déficit de l'attention avec hyperactivité est un trouble qui est fréquent. Environ 5% des enfants d'âge scolaire, alors ça veut dire à peu près un enfant par classe, et s'organise autour d'une triade symptomatique associant l'hyperactivité, l'impulsivité et le déficit d'attention. Alors, qu'est-ce que l'inattention ? Ce sont des enfants qui sont rêveurs dans leur monde, qui font souvent des fautes d'étourderie, qui vont oublier, perdre leurs affaires. L'impulsivité, elle existe d'un point de vue cognitif, c'est des enfants qui vont agir avant de penser, mais on décrit également une impulsivité émotionnelle, ce sont des enfants qui ont beaucoup de mal à gérer leurs émotions. Et enfin, l'hyperactivité, c'est une instabilité psychocomportementale, ce sont des enfants qui ne tiennent pas en place, qui bougent sans arrêt, et c'est bien différent de la turbulence développementale du petit garçon qu'on connaît entre 3 et 5 ans. Et ce trouble a de vrais retentissements sur l'environnement de l'enfant, et quand on évalue un enfant, on l'évalue en général dans 3 grands domaines, que sont la famille, les copains et l'école, et il y a un retentissement de cette hyperactivité à la maison, à l'école et avec les copains. C'est des enfants qui ont beaucoup de difficultés à garder des relations sociales. On peut imaginer par exemple que de faire des jeux, c'est compliqué quand on n'arrive pas à attendre, quand on se met en colère facilement, on a du mal à garder ses copains. Donc il y a un vrai retentissement du trouble sur le fonctionnement de ces enfants. Au-delà un petit peu de cette triade symptomatique, un petit peu classique, et qui réduit, c'est assez réducteur cette triade symptomatique, on sait maintenant, et la façon dont on conceptualise le trouble, c'est plus en fonction de systèmes d'autorégulation qui vont se dysréguler, alors bien sûr au niveau de la motricité, de l'attention, mais également des émotions, avec des enfants qui passent souvent du rire aux larmes, de la motivation, parce que bien sûr, on sait qu'il y a des liens qui sont étroits entre attention et motivation. C'est bien plus simple de rester concentré sur un sujet qu'on apprécie que sur un sujet qu'on n'aime pas. Et ceci est d'autant plus vrai
chez les enfants qui ont un TDAH. Et bien évidemment, il y a également des liens avec le sommeil. Et c'est vrai que chez les enfants TDAH, ce qu'on sait, c'est un peu compliqué d'avoir des enfants, entre guillemets, TDAH purs. Ces enfants ont souvent des comorbidités, alors que ce soit avec les troubles des apprentissages, mais aussi avec les troubles du sommeil. Alors, ces liens entre TDAH et troubles du sommeil, ils sont bidirectionnels et on va le voir un petit peu au cours de la présentation. Cette fréquence est très, très importante en fonction des études qui varient entre 50% de comorbidité, voire 2/3 de comorbidité. Ce qui est un petit peu compliqué, c'est de savoir si on est face à un sujet TDAH, à l'expression d'un trouble du sommeil, ou bien si on a un enfant qui va partager les deux types de troubles, TDAH et un autre trouble du sommeil. Il y a une notion et un concept que j'aime bien qui a été développé par cette équipe espagnole de comorbidité développementale. Et ce que montrent un petit peu ces auteurs, on parle de comorbidité prédéveloppementale, développementale et post-développementale, avec donc des troubles qui s'expriment avant le trouble. Et chez les enfants TDAH, on observe qu'il existe des troubles du sommeil qui vont apparaître avant le TDAH. Ce qui est de même, d'ailleurs, dans les troubles du spectre de l'autisme. On retrouve très fréquemment des troubles du sommeil avant le diagnostic d'autisme. Alors, sur ces 10 dernières années, on voit vraiment un nombre d'articles augmentant concernant les troubles du sommeil et cette comorbidité TDAH et troubles du sommeil. Ce qu'on sait un petit peu sur les principaux troubles du sommeil chez l'enfant TDAH, on va pouvoir retrouver quasiment tous les troubles du sommeil. Alors on ne va pas faire un inventaire de tous ces troubles du sommeil, mais ce qu'on sait un petit peu, c'est que la majorité des enfants vont présenter des troubles, des difficultés d'endormissement. On va retrouver des retards de phase, des parasomnies, des troubles respiratoires du sommeil et tout ce qui est mouvements anormaux lors du sommeil. Et on va reprendre un petit peu sous forme d'histoire clinique ces différents troubles du sommeil. Ça, c'est un petit peu quand on pose le diagnostic avec les parents, mais quand on essaie de faire des mesures objectives, on se rend compte qu'il existe de nombreux résultats contradictoires concernant l'évaluation des troubles du sommeil. Et par exemple, une étude là, de 2011 montrait qu'il n'y avait pas d'augmentation de latence d'endormissement, qu'il y avait une augmentation de latence d'endormissement chez les enfants TDAH, qu'il y avait une diminution du temps de sommeil et de l'efficacité du sommeil. Et une étude plus récente de 2016 a montré sur de l'actimétrie qu'il n'existait pas de différence entre la population contrôle et la population TDAH. Alors là, c'est exactement pareil que certains des travaux précédents. C'est vrai qu'en fonction des études et des populations, on se rend compte bien sûr de biais méthodologiques importants, et notamment en ce qui concerne les traitements médicamenteux des sujets. Alors, quand on reprend les principaux troubles du sommeil, et notamment les difficultés d'endormissement, eh bien, quand je suis face à un enfant qui a un TDAH, je crois que ce qui est très important maintenant, c'est de toute façon d'explorer le sommeil dans son intégralité. Bien sûr, c'est important de rechercher les horaires de coucher, les horaires de lever. S'il y a des différences d'horaires entre le week-end, la semaine et pendant les vacances, faire un agenda de sommeil, alors qui est un outil assez facile, qui permet en réalité que l'enfant, à partir de 12 ans, c'est facile d'utiliser ce type d'outil, note l'heure à laquelle il s'endort, donc là, l'heure à laquelle il s'endort, et ensuite il assure l'heure à laquelle, quand il est endormi, et ensuite quand il se lève. Donc on a des outils qui nous permettent
comme ça d'avoir une évaluation, alors qui n'est pas objective, mais un peu rétrospective. Ce qui est important, évidemment, aussi en psychiatrie de l'enfant, c'est de faire raconter comment va se passer le coucher, s'il existe un rituel du coucher, si c'est un moment conflictuel dans la famille. Par exemple, un enfant de 12 ans qui va se mettre au lit à 21h et qui se lève le matin à 7h lors des journées de classe et qui va s'endormir à 23h30. Les situations de week-end, cet enfant va s'endormir à 1h du matin et se lever à midi. Ça, c'est vraiment une situation très simple, classique, et on sait que les enfants qui ont un TDAH ont souvent un chronotype du soir. Ce sont des enfants qui ont une tendance à être du soir et parfois même à avoir des retards de phase. Et du coup, avec les rythmes scolaires, vont se mettre en dette de sommeil. Donc, chez ces enfants, on va observer un coucher tardif, un réveil tardif et de nombreux retards à l'école. On n'a pas besoin d'enregistrement du sommeil pour poser ce type de diagnostic, et juste un interrogatoire correctement fait permet de poser le diagnostic. Chez ces enfants, des conseils de bonne hygiène de sommeil permettent très facilement de régler ces difficultés. Alors, ça, c'est les conseils aussi en règle générale, de favoriser un cycle veille-sommeil de bonne qualité, semaine, week-end, la lumière, de favoriser aussi un environnement propice pour le sommeil. C'est très important, bien évidemment, de créer des routines de sommeil. Ça paraît évident chez le tout petit, de 0 à 6 ans, mais c'est vrai également chez l'enfant et chez les adolescents. Il y a quelque chose qui est très important chez l'enfant TDAH. Ce sont des enfants qui ont souvent une opposition qui est marquée. Ce sont des enfants qui sont impulsifs. On a beaucoup de difficultés à fixer les règles avec ces enfants-là et de ne pas utiliser la chambre comme lieu de punition, car ceci peut entraîner des difficultés d'endormissement. Évidemment, les activités stimulantes avant le coucher, il faut éviter ce type d'activité et favoriser des activités relaxantes. Et bien évidemment, c'est les règles face aux écrans, face au téléphone portable. Favoriser aussi une bonne qualité et une bonne quantité de sommeil, avec donc chez les enfants de 6 à 10 ans, 10 à 11 heures de sommeil, et chez les 10-17 ans, autour de 9 heures de sommeil. Donc, c'est vraiment un interrogatoire avec une conduite à tenir qui peuvent être assez simples, sans enregistrement du sommeil, sans polysomnographie. Dans une autre situation clinique, on peut avoir un enfant qui va arriver, qui a 7-8 ans, alors on est avec un enfant qui a un TDAH, mais qui a des rituels du coucher qui sont longs, qui vont durer plus d'1 heure, qui va avoir peur du noir, qui va souvent rejoindre ses parents la nuit. Bien, probablement que cet enfant, il a un TDAH, mais il a également une autre comorbidité psychiatrique qui est une angoisse de séparation. Ce qui est important vraiment en psychiatrie de l'enfant, c'est de se dire et de se garder en tête que la comorbidité, c'est la règle. Et quand on a trouvé, entre guillemets, un trouble, quand on a posé un diagnostic, c'est quand même de bien continuer son interrogatoire, car on peut avoir d'autres troubles qui s'associent. On peut avoir une autre situation clinique avec un enfant qui va dire qu'en fin de journée, il a l'impression que son instabilité psychomotrice est plus importante, qu'il a comme des sensations d'impatience dans les jambes en fin de journée, qu'il est parfois même obligé de se lever la nuit, en début de nuit, pour se dégourdir les jambes. Ça, ce sont des éléments qui vont être en faveur d'un syndrome des jambes sans repos. Il faut se dire que les enfants qui ont un TDAH, il y a une comorbidité très importante avec le syndrome des jambes sans repos, qui est un diagnostic clinique, parce que souvent, on dit qu'il faut faire un enregistrement polysomnographique pour poser le diagnostic de syndrome des jambes sans repos. Le diagnostic polysomnographique, c'est
si on pose le diagnostic de mouvement périodique des jambes pendant le sommeil, le syndrome des jambes sans repos, c'est un diagnostic clinique. Chez ces enfants, il faut faire tout d'abord un dosage de fer, et on sait que quand on leur met du fer, ça permet de diminuer ce syndrome des jambes sans repos. Donc, on voit bien que les liens entre troubles déficit de l'attention et troubles du sommeil sont compliqués, et on peut avoir en effet entre guillemets de vrais troubles du sommeil et une expression également du TDAH, puisque ce sont des enfants qui ont des difficultés avec les contraintes, le coucher peut être compliqué, mais on peut également avoir d'autres troubles psychiatriques comme une angoisse de séparation. Donc ces liens sont parfois un petit peu compliqués. Enfin, pour faire un petit peu le lien avec la présentation précédente, je vais aborder les liens entre les troubles respiratoires obstructifs du sommeil et le TDAH. Alors, on ne va pas revenir sur les symptômes du SAS avec les symptômes nocturnes du SAS, mais plutôt s'intéresser aux symptômes diurnes du SAS avec des enfants qui peuvent être somnolents et qui, justement, pour lutter contre la somnolence, vont avoir une certaine hyperactivité. Ce sont des enfants qui vont avoir une plainte cognitive, des difficultés de concentration, d'attention, une certaine irritabilité, une impulsivité. Donc on voit bien qu'on retrouve certains symptômes de TDAH chez les enfants qui vont avoir un SAS. Ce qui peut d'ailleurs poser une vraie difficulté diagnostique de savoir est-ce que je suis face à un enfant qui a un TDAH ou qui a un SAS. Est-ce que c'est un SAS mimant un TDAH ou bien est-ce que c'est un sujet qui a un TDAH et un SAS? Alors, de façon, il y a plusieurs articles dans ce domaine-là qui montrent vraiment un taux élevé de ronfleurs chez les sujets TDAH, avec un vrai retentissement sur les performances de ces enfants, avec donc quand on compare des sujets ronfleurs à des sujets non ronfleurs, vraiment des scores d'hyperactivité, d'inattention plus importants, et des performances en maths et en général qui sont moins bonnes que chez les sujets non ronfleurs. Et c'est vrai que là, quand on a ce type de population, il est vraiment important, et on va le revoir, d'essayer de retracer l'histoire de l'enfant pour savoir si je suis dans un SAS, des complications du SAS qui vont induire l'hyperactivité, ou bien est-ce que je suis face à un enfant hyperactif avec un SAS. Il y a eu une méta-analyse faite récemment sur près de 1500 enfants contrôle, et donc les auteurs ont distingué les sujets SAS et les sujets TDAH, et cette méta-analyse montrait que, donc, bien sûr, les enfants qui avaient un SAS avaient plus de symptômes de TDAH, mais qu'il y avait une amélioration des symptômes de TDAH après amygdalectomie. Alors, je crois qu'on ne va pas dire que les ORL guérissent les enfants du TDAH. Alors, si, il y a des gens dans l'assistance qui semblent convaincus de ça, mais je ne crois pas. Je crois qu'on est vraiment dans ce type de situation face à des sujets qui ont une expression comportementale de leur SAS et cognitive. Et chez les sujets TDAH, il semble vraiment très important d'évaluer de façon systématique les troubles du sommeil. Et s'il existe des troubles du sommeil, il est important, bien sûr, de les traiter. Et de traiter ces troubles du sommeil permet, s'il y a besoin d'un traitement médicamenteux pour le TDAH, de diminuer les posologies de traitement. Alors, on m'avait demandé d'intervenir il y a quelque temps au congrès du sommeil de l'enfant, et on avait réfléchi un petit peu à un arbre sur que faire face à un enfant présentant qui vient en consultation ORL pour un trouble obstructif du sommeil. Alors bien sûr, c'est important d'explorer
les symptômes de TDAH, donc dans les 3 dimensions caractéristiques que sont l'hyperactivité, l'impulsivité et le déficit d'attention. Et là, quand j'ai mon enfant qui a ces symptômes de TDAH, bien sûr, il est important de connaître l'histoire développementale du TDAH. Cela veut dire qu'il faut vraiment interroger les parents sur l'installation du trouble. Est-ce que c'est un enfant qui a toujours eu la bougeotte dès la petite section de maternelle? C'est un enfant qui a été repéré par les enseignants avec une impulsivité. Ce sont des enfants qui vont se mettre en danger, qui sont casse-cou. Et ça, dans différentes situations. Une des différences entre les enfants qui ont un TDAH et un enfant qui a un SAS va être le sujet qui a un TDAH, c'est un sujet qui est à fond, et quand il se réveille le matin, il est en forme tout de suite. Donc, si mon enfant TDAH a un SAS, eh bien je prends en charge le SAS et puis je vais réexplorer les symptômes de TDAH à 3 mois. Et là, je vois si je demande un avis pédopsychiatrique ou pas. Quand je suis face à un enfant qui a des symptômes de TDAH, mais où je vois que, en effet, en reprenant l'histoire, il y a une installation un peu plus tardive de l'hyperactivité et du déficit d'attention. Et surtout, c'est un sujet qui va être fatigué le matin au réveil, à la grande différence des sujets TDAH, et où il existe également une cassure de la courbe de staturo-pondérale. Là, je suis probablement face à un enfant qui va exprimer son SAS de façon très comportementale et cognitive, mais qui n'a pas de TDAH. Donc, c'est un petit peu pour essayer de bien distinguer TDAH et SAS. Alors, comme il me reste 3 minutes, ça tombe très bien. Donc, face à un enfant TDAH qui présente des troubles du sommeil, il faut vraiment explorer les troubles du sommeil principaux que sont l'insomnie, alors dans un cadre général, c'est-à-dire plutôt les difficultés d'endormissement, les troubles du rythme circadien avec essentiellement le retard de phase, bien sûr le SAS et ce qui est syndrome des jambes sans repos, bien sûr toutes les autres comorbidités psychiatriques. Et je ne suis pas rentrée dans ce sujet-là, les effets secondaires des traitements médicamenteux, puisque chez les enfants TDAH, un des traitements médicamenteux qu'on peut proposer, c'est la Ritaline, et la Ritaline étant un psychostimulant, peut entraîner des troubles du sommeil. Donc, si j'ai un enfant qui a une insomnie, je vais mettre en place des mesures comportementales. Si c'est inefficace, je pourrais mettre en place de la mélatonine. Chez un enfant qui a un retard de phase, bien sûr, à chaque fois, l'hygiène de sommeil, si ce n'est pas suffisant, on peut faire un peu de luminothérapie et un peu de mélatonine. Dans le syndrome des jambes sans repos, je dose le fer. Quand j'ai un SAS, je fais quand même un appel à un ORL. Et pour les traitements médicamenteux, bien sûr, il faut refaire le point concernant les dosages de mélatonine. Je vous remercie de votre attention.